Actu et débat. Prince Bill Aïtidi. Nouveau rendez-vous de Actu et débat. Bonsoir et bienvenue. Nouveau rendez-vous qui nous permettra de discuter de cette réforme du Conseil économique et social, réforme opérée par le Parlement avec l'adoption du projet de loi organique sur l'institution. Avec le vote de cette loi, les organisations syndicales ainsi que d'autres corps sociaux ne feront plus partie du Conseil économique et social. Nous nous intéresserons également à la délocalisation du marché d'Antokpa et bien évidemment d'autres sujets seront évoqués dans Actu et débat de ce jour. À nouveau, bonsoir et bienvenue. En studio, Alphonse Moïse Soudé. Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Bill. Bonsoir à toutes et à tous. Julien Ndrekiti va nous rejoindre dans un instant. Nous allons, en attendant de le recevoir, démarrer par avec le marché d'Antokpa, je voudrais dire, l'un des plus grands marchés de l'Afrique de l'Ouest, connu pour son attractivité et ses attraits touristiques. Ce marché, vous le savez, Alphonse Moïse Soudé, va bientôt disparaître au profit de la galerie marchande du stade de l'amitié de Kounou, du marché de Gros d'Abomey-Calavi et bien évidemment des nouveaux marchés construits à Cotonou. Le gouvernement sur ce projet a évoqué un problème environnemental, un problème de salubrité. L'exécutif, Alphonse Moïse Soudé, est-il sur le bon chemin? Qui trop embrasse mal les trains. Je constate, et vous constatez avec moi, qu'en matière de marché, et je l'ai toujours dénoncé sur tous les plateaux, on a lancé la construction de plusieurs marchés, et je viens qu'on a juste inauguré qu'un seul marché, celui de Kadiam, qui pose déjà problème par rapport... On a démarré par le marché de Kadiam. Écoutez, oui, les autres n'ont pas encore fini, donc il faut aller pas à pas. Je vous donne un simple exemple. Vous voyez le parking de Dantokpa là, on a raflé, qu'est-ce qu'on en a fait? C'est devenu un dépotoir où les gens vont faire pipi tout le temps. Ils vont faire tout. Je dis, je ne suis pas contre les réformes, je ne suis pas contre la modernisation, mais il faut aller pas à pas. Parce que quand on a délocalisé le parc de Dantokpa, on a dit il y avait problème de sécurité. On a évoqué les mêmes raisons qu'on évoque aujourd'hui pour le marché de Dantokpa. Mais depuis là, on n'a rien fait là. Il faut aller étape par étape. Il ne faut pas ouvrir plusieurs chantiers à la fois. Et puis après, qu'on ne nous empêche pas de dire qu'il y a les femmes là. Parce que quand on a le parking qui était à côté, ça permettait aux dames qui venaient de partout, un peu partout, de descendre là pour aller au marché. On a dit non, il y a problème de sécurité, il y a problème d'insalubrité. Mais depuis qu'on a enlevé, qu'est-ce qu'on en a fait? Il n'y a rien là. Passez par là. Vous allez voir, tous les matins, je passe par là. Les études sont peut-être en cours, non? Ça va durer combien de temps? Avant de raser le marché, avant de décider d'aller de l'avant, c'est que les études de faisabilité sont déjà terminées. Et les études d'opportunité sont déjà terminées. Donc, quand on commence, c'est qu'on est à la phase de réalisation. Écoutez, moi, je prends juste le parc là. Je dis, bon, on veut délocaliser le marché par rapport à la distance. Ceux qui vont quitter Porto Novo qui veulent faire leurs activités à Dantokpa, on va leur demander de se rendre à Glo. Ça pose un problème. À Abomey-Calavi, pas à Glo. Bon, à Abomey-Calavi, ça pose un problème. Je quitte Porto Novo. Pour certains usagers à Abomey-Calavi. Non seulement pour les vendeurs, mais aussi pour les acheteurs. Donc, ceux qui avaient l'habitude de se ravitailler dans ce marché de Dantokpa là, ils iront à Abomey-Calavi. Moi, je dis, c'est vrai qu'au niveau du marché de Dantokpa, il y a quelques problèmes parce qu'on a souvent dénoncé les incendies, mais on peut refaire le marché, on peut réformer cette marché, on peut entreprendre des travaux pour améliorer le marché. C'est comme si les Togolais se lèvent un bon marché et disent bon, on va raser à Sigamé. À Sigamé, au Togo, c'est une référence pour tous ceux qui vont à Lomé. Comme Dantokpa est une référence, je dis il faut peut-être entreprendre des travaux confortatifs ou bien faire des corrections par rapport au système de pour rénover le marché. Il faut rénover le marché. En termes clairs, vous n'êtes pas pour la délocalisation du marché. Non, il faut pas maintenant. Il faut aller étape par étape. Non, étape par étape, c'est-à-dire quoi? Les marchés en construction. Est-ce qu'on a déjà fini de livrer tous les marchés en construction? Non, il faut d'abord les livrer. Il faut les livrer. Pourquoi on est pressé? On veut mettre plusieurs doigts dans une même narine. Moi, quand quelqu'un m'a appelé pour dire on veut inaugurer le marché de Kadiam, j'ai dit non, c'est pas là le problème. Il y a combien de marchés en construction? Livrer tous les marchés. Donner la possibilité aux dames. La livraison est en cours. On a appris que d'ici décembre, ça sera bouclé. D'accord, finissez ça d'abord.
Il faut aller étape par étape. Finissez ça d'abord et donner le... Non, mais quand on parle de délocalisation, c'est pas d'ici à demain. Moïse Soulé, je suis la directrice, la présidente de l'ANAGEM a prévenu les usagers du marché d'Antokpa, a rappelé en fait que la délocalisation est toujours d'actualité et qu'il faille qu'elle se prépare pour... Le problème, c'est pour quoi? ça. Ce qui a été entamé. On parle de galerie marchande. Ok, à Ganki, on n'a pas fini la galerie marchande. Au stade de l'amitié, on n'a pas fini. Pourquoi on n'attend pas de finir ce qu'on a entamé avant d'ouvrir d'autres chantiers? Moi, je ne suis pas contre les réformes introduites par le gouvernement, mais je dis ce que vous avez initié. Il faut les faire. La construction des marchés, c'était dans le PAG 1. On n'a pas fini. On n'a pas fait. Donc, je dis, il faut d'abord finir avec les marchés, les mettre à la disposition des usagers, parce que nous sommes à 2 ans de la fin du mandat du chef de l'État. Il ne faudrait pas qu'en 2026, qu'on vienne dire, mais il y a beaucoup de chantiers qu'on n'a pas fini. Et puis, je dis, avant de quitter en 2026, ce qui a été entamé là, finissons-les proprement pour qu'en 2026, les Béninois puissent dire le régime de Talon qui a fait 2 mandats nous a laissé des souvenirs. Il ne faut pas laisser des chantiers inachevés. Donc si on finit tout, comme vous le dites, on peut délocaliser dans Oui, il faut délocaliser, mais il faut d'abord aller vers les usagers. Vous savez, ce qui fait un peu mal avec ce régime-là, on n'associe pas les concernés aux réformes. C'est ça moi qui me met un peu mal à l'aise. Qu'est-ce que ça coûte au gouvernement de rencontrer les personnes qui font leur combat dans ce marché-là pour leur expliquer l'opportunité de délocaliser? C'est sur les plateaux, mais il faut rencontrer les bonnes dames. Parce que si vous ne leur expliquez pas l'important de ce que vous voulez faire, c'est comme si vous êtes là pour détruire. J'ai vu beaucoup de personnes qui se sont prononcées en défaveur de la délocalisation. Parce que je vous ai donné un exemple. Si je dois quitter Porto-Novo et que désormais on m'envoie à Calavi, et que moi je me ravitaille d'habitude à Tokpa et que je dois retourner à Calavi, ça va poser un problème. Donc il faut réfléchir. Il faut pas Calavi avec les embouteillages et tout. Il faut pas réformer pour réformer. Il faut quand même faire une étude sociologique avant de faire des réformes. Parce que là, rien n'use à ce niveau-là. Moi, je voudrais qu'on vienne me dire, par exemple, le parking de Tokpa, qu'on a dit, on voulait faire quelque chose d'autre là. Et depuis, je passe là tous les jours. Rien n'a été fait. Les cambis se sont installés là. Les petits voyous de Cotonou viennent faire pipi là. Et tout le monde s'arrête là. Et pourtant, c'est en face d'un commissariat. Personne ne fait rien. Normalement, l'espace ne devrait même pas être occupé selon ce qu'on nous a dit. Mais depuis qu'on a dégagé les gens, mais rien n'a été installé là. On ne peut pas continuer par ouvrir plusieurs chantiers à la fois. Parce qu'il ne faut pas qu'à la fin du mandat, qu'on dise qu'on n'a pas pu finir. Ce qu'on a commencé, il faut bien finir. L'achever. Parce que le chef de l'État a dit qu'il souhaiterait être porté en triomphe. Il faut finir ce qu'on a. Il y a les marchés, il y a les stades, tout ce qui est en instance. Le chef de l'État avait dit qu'à la rentrée de septembre 2023, nous aurons 30 lycées modernes. Je n'en ai pas vu un seul. Donc ce qu'on a promis, faisons ça. Ne laissons pas ce qu'on a promis, ouvrons. On va ouvrir des chantiers. Si celui qui vient en 2026, si ces projets ne sont pas conformes au projet, laissez pas le team de la rupture, on va reprendre des zéros. C'est un serpent qui se mord la queue. Or, l'État devrait être une continuité. Donc, je dis, ce qui a été commencé, ce qu'on a commencé, ce qu'on a initié, on peut les finir proprement, les mettre à la disposition des usagers. Alphonse Moïse Soulé, vous n'êtes pas seul dans cette position-là. Il y a d'autres voix qui se sont élevées pour s'opposer à cette délocalisation. Récemment, on a lu Madame Célestine Zanou qui, par exemple, a dénoncé ce qu'elle appelle, je cite, destruction consciente et programmée de notre histoire, de nos patrimoines, de notre mémoire collective. Qu'en dites-vous? La maison du journaliste Mathieu Kérékou a été rasée. On a construit la place Mathieu Kérékou. Combien de personnes y mettent pied là? Pourtant, des gens sont payés pour faire l'entretien. Moi, je ne prends pas là tout le temps. Il y a des gens qui s'occupent des fleurs, qui arrosent, qui taillent les gazons, mais vous ne pouvez même pas entrer là pour vous asseoir pour prendre de l'air. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on en a fait? On a mis Obélisque au milieu. Est-ce que les gens ont assez à ça? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a problème. Il ne faut pas détruire ce qui fait référence à notre passé. Il ne faut pas détruire. C'est vrai que nous sommes tous pour les réformes, mais quand on a dit place de Jardin Mathieu Kérékou, je ne sais pas si quelqu'un un soir allait s'asseoir là, comme on voit partout dans l'Europe, dans les jardins. Les jardins, c'est les lieux publics où les gens vont s'asseoir pour discuter. Moi, on n'a pas assez à ça. Donc, je dis, il faut faire attention, il ne faut pas vouloir effacer l'histoire. Il y a d'autres qui ont avancé, par exemple, qu'au nom de la modernisation, il faut se passer des reliques.
c'est comme à Porto Novo. Il y a des bâtiments que vous ne pouvez pas raser parce que désormais ça fait partie du patrimoine de l'UNESCO, parce que l'UNESCO y a trouvé une certaine importance. Donc il faut qu'on fasse attention. Ce qui appartient au passé qui nous rappelle, c'est comme aujourd'hui, qu'on m'en excuse, on a fini avec le TPLM à Légio. C'est fini ça. Donc quand vous parlez aujourd'hui, vous parlez de l'histoire de la conférence nationale, les gens viennent, vous ne pouvez pas aller leur dire, voilà la salle dans laquelle on a décidé du sort de notre pays. Ça n'existe plus. Donc, moi, ça me pose un problème pour les générations montantes. Le marché de Dantokwa est une référence. Je ne dis pas qu'il ne faut pas moderniser le marché. Il faut le moderniser. Il y a des travaux à faire, l'électricité, parce qu'il faut éviter les incendies qui se passent là régulièrement. Mais dites du coup, parce que quand on va délocaliser, c'est qu'on va raser. Forcément, on va y implanter, on va y ériger d'autres bâtiments. Est-ce que ça sera encore la même chose? Moi, je suis allé à Lomé, j'ai vu Asigame qui a été réformé. Asigame, malgré l'espace qui n'existait pas, mais aujourd'hui, Asigame est devenu un marché moderne. Donc on peut le faire aussi. Donc c'est dans chaque pays. Vous allez au Sénégal, à Dakar, on parle de Sandaga, c'est un grand marché que tout le monde connaît. Quiconque va à Dakar. Vous voulez qu'on construise en lieu et place un marché beaucoup plus moderne? Oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Donc dans chaque pays, il y a. Donc, vous avez vu le marché le site qui va recevoir les usagers à Abomey-Calavi, non? C'est un site beaucoup plus moderne. Oui, mais moderne la distance. C'est-à-dire qu'on veut demander aux commerçants de Porto-Novo de ne plus venir faire les affaires. Porto-Novo, carrément, on leur demande de s'installer désormais à Calavi. Est-ce que Calavi a les moyens d'accueillir tous ceux qui vont vouloir s'installer à Calavi pour faire leur commerce dans le marché? Il faut étudier ça. Et il y a une partie de notre histoire qui est liée à ce marché-là. Donc, il faudrait qu'on fasse attention. C'est pourquoi j'ai parlé d'études sociologiques. Est-ce que les dames-là sont prêtes à aller s'installer là-bas? La preuve, il faut voir ce qui se passe avec Adjem. Quand on a dit il faut fermer à une certaine heure, les gens ont réagi. Est-ce que dans ce marché-là, tout ce qu'on avait enlevé du marché de Adjem ont trouvé la place? Est-ce que ils peuvent s'en occuper? Donc je dis il faut qu'on fasse attention. Moi, je ne suis pas contre la modernisation des choses, mais il faut aller pas à pas, step by step, comme on dit chez les Anglais. Alors, que dire de la délocalisation spirituelle? On sait que, vous l'avez dit tout à l'heure, Dantokwa est lié à une histoire. Tout le monde connaît le vaudou dans ce marché, encore présent dans ce marché-là. Vous savez, pendant longtemps, moi, j'ai toujours habité à Kwakwa. Il y avait de façon régulière des accidents qui se passaient au niveau du pont. Les gens estimaient que ce vaudou-là, qui est gardien du marché, était en colère. Et en temps, on a diligenté des personnes pour faire les sacrifices, pour calmer le serpent. Nous sommes un peuple religieux. Il y a des gens qui y croient. Je ne vais pas fustiger la religion des autres. Vous n'y croyez pas, vous? Moi, je crois. Il faut qu'on se rassure. C'est pourquoi je dis, on parle d'études sociologiques. Il faut se rapprocher des personnalités parce que il y a des choses auxquelles on ne touche pas. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas. J'ai vu un peu, comment on appelle ça? J'ai vu des gens rappeler un peu sur les réseaux sociaux l'arbre fétiche de Jean Pliard, ce qui s'est passé. Les gens ont dit, voilà, quelqu'un a voulu moderniser, il s'est levé pour couper l'arbre fétiche, mais on a vu ce qui s'est passé. Donc je dis, il faut se rapprocher des spécialistes. Nous sommes dans un pays, il y a la sociologie du pays, il faut se rapprocher des gens pour voir, est-ce qu'avec la permission des divinités, est-ce que ça peut se faire? Beaucoup, ceux qui dénoncent, c'est ça qu'ils disent. Donc il faut qu'on fasse attention, on peut moderniser, mais il faut aller pas à pas, il faut tenir compte des réalités. Il faut, comme je dis, il faut tropicaliser les choses. C'est ça. Parce que ce qui est là, Ganki est là. Est-ce qu'on a fini Ganki? On n'a pas fini Ganki. Stade de l'amitié, on n'a pas fini. Donc, je dis, il faut finir les choses. Le temps de finir les autres, on peut entrer en négociation avec ceux qui maîtrisent un peu la spiritualité de ce côté-là pour voir ce qui est faisable. Parce que il ne faudrait pas qu'on commence par faire et après on va dire, ah non, attention, le fétiche, les esprits ne sont pas d'accord, ça va entraîner des dégâts, ça va entraîner des malheurs. Il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse beaucoup attention. Il faut respecter les uns les autres. Si on veut moderniser, il faut aller étape par étape. Et puis ce qui est déjà les espaces qui sont nettoyés, le préfet Modeste Oboula, que je salue, avait fait une opération de déguerpissement. Est-ce que tous les espaces déguerpis ont été modernisés, ont été exploités? Non, il y a des espaces. La nature ayant horreur du vide, les gens ont commencé par occuper à nouveau ces espaces-là. C'est ça. Donc, est-ce que les budgets sont bouclés? Parce que quand vous rasez les gens, c'est qu'il faudrait que dès le lendemain, qu'on commence les travaux pour que les gens se disent, on ne nous a pas rasé pour rien parce que le budget est
bouclé. C'est comme la route des pêches. On a rasé les gens. Est-ce qu'on est prêt à commencer les travaux? Parce que si 1 mois, 2 mois, 3 mois, les usagers, les populations constatent que l'espace a été nettoyé, mais on n'a rien fait là, les gens vont revenir. Donc, c'est ça, il faut déjà, à 2 ans, à moins de 2 ans de fin du mandat du président Patrice Talon, qu'on commence par faire le point des différents chantiers ouverts. Quels sont les chantiers qui sont terminés? Quels sont les chantiers qui sont en cours de finition? Qu'est-ce qui bloque les autres? Qu'est-ce qui empêche les autres chantiers de démarrer? Moi, je voudrais que l'étape où nous sommes aujourd'hui, c'est l'étape du bilan. Il faut commencer par faire le point des réalisations. Pourquoi à la fin de 2026, qu'on ne dise pas que le régime de la République a laissé des éléphants blancs? On a toujours lutté contre les éléphants blancs. Et à la fin du régime, de certains régimes, on constate que malgré toutes les mesures prises, malgré toute la rigueur avec laquelle on gère les affaires de l'État, il y a des éléphants blancs. Moi, ça va me mettre un peu mal à l'aise parce que le régime de la rupture, à son avènement, avait des ambitions que tous les Béninois étaient prêts à accompagner. Mais au fil des ans, on a vu qu'on a mis plusieurs doigts dans une même narine au point où, on commence, on ne finit pas. D'accord. Alphonse Moïse Soudé, merci sur ce chapitre-là d'Intokpa que nous allons refermer maintenant. Les syndicats ont dénoncé, vous le savez, un projet de loi organique sur le Conseil économique et social. La loi organique sur l'institution a été revue. De grandes innovations ont été apportées. La plus importante des nouveautés touche la composition et l'organisation du Conseil économique et social qui est désormais organisé en conseils départementaux et en conseil national. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir pourquoi initier cette réforme-là? Vous savez, il y avait, je crois, la première révision de la Constitution qui avait été introduite à l'Assemblée nationale. On voulait faire disparaître le Conseil économique et social parce que c'est un avis consultatif. Les décisions du Conseil économique et social ne s'imposent pas au gouvernement. Ce sont des avis techniques consultatifs. On n'est pas obligé d'en tenir compte. Donc les gens ont estimé à un moment donné que c'était une institution budgétivore où presque toutes les corporations étaient représentées. Donc ils ont estimé que si ça n'a pas un impact sur le processus de développement d'une nation, il faut s'en débarrasser. Il y a un certain nombre de luttes qui ont été menées. Finalement, ça a fait flop. C'est resté. Et vous savez que depuis l'avènement du régime de la rupture, le mouvement syndical a disparu. Le peu qu'on reconnaissait aux syndicalistes n'existe plus. Donc aujourd'hui, on a voulu finir avec eux. Si aujourd'hui le syndicalisme n'a plus tellement d'impact sur la gouvernance, pourquoi garder il revient aux syndicalistes d'expliquer toutes les réformes. On doit associer les personnes qui vont bénéficier de ces réformes-là aux différentes démarches. Il faut discuter avec les gens. Il faut montrer aux gens pourquoi aujourd'hui réviser la loi organique s'impose. C'est ça que je reproche parfois à nos députés. Les lois que vous voulez voter seront appliquées à des personnes qui vivent sur le même territoire que vous. Mais si un matin on se lève, on découvre qu'il y a des lois qui ont été votées sans que... La loi dont on parle est déjà votée. Oui, j'ai dit, c'est pourquoi je dis on devrait en amont discuter avec les personnes concernées pour dire voilà ce qu'il doit faire. C'est ça le rôle d'un député. C'est pourquoi on dit que le député a un cabinet. Et par rapport à ça, une loi, forcément, s'applique à un peuple. Et avant de voter une loi qui concerne un peuple, il faut descendre dans la masse pour voir ce que ça donne. Il faut faire un sondage. Mais malheureusement, si la loi est votée, on va l'appliquer. Mais tiens, après la mort, aujourd'hui, elle est déjà passée. Et puis les gens n'auront que les yeux pour pleurer. C'est peut-être que au départ de ce régime, le nouveau régime qui viendra va trouver l'opportunité de revoir un certain nombre de lois. Parce que moi, j'ai dit que cette législature avait pour rôle de revoir un certain nombre de lois. C'est pas de voter de nouvelles loi, il y avait des lois chrysogènes qui avaient été votées par la 8e législature, que nous avons tous dénoncées. J'ai dit, vu qu'ils ont un mandat écourté, c'est un mandat de 3 ans, il faut corriger un certain nombre de lois avant 2026, parce que quand ça va partir, qu'ils vous souviennent qu'à l'avènement du régime de la rupture, un certain nombre de décrets votés par le régime Yahi ont été balayés. Donc plusieurs institutions ont disparu, et je crains que, qu'il y ait bis repetita, le régime qui vient, qui estime que cette loi ne l'arrange pas, ne lui permet pas de mettre en application son projet de société, on va annuler des lois et puis on va reprendre. Donc il faut toujours discuter, il faut exposer aux gens ce qu'on veut faire, et puis quand ça va arriver, il n'y aura pas de grincement dedans.
Que pensez-vous de la nouvelle charpente de l'institution qui est désormais organisée en conseils départementaux et en conseil national? On ne voit pas trop le rôle joué par le Conseil économique et social. C'est pas que ça prend des décisions qui s'imposent au gouvernement. Donc, il faut... Mais on le consulte. On le consulte. Quand je te consulte, je ne suis pas obligé de tenir compte de ce que tu m'as dit, puisque moi, j'ai déjà mon plan. Je vais juste recueillir ton avis. Si ton avis peut me permettre d'améliorer ce que je propose, je prends. Mais si ça ne fait pas avancer le débat, je ne prends pas. Donc, c'est fini, quoi. Alors, les politiciens sont toujours présents dans la nouvelle charpente. Pourquoi n'ont-ils pas œuvré à eux-mêmes se soustraire de l'institution? Ah non, vous ne pouvez pas demander aux gens, c'est une affaire d'intérêt, Et l'homme politique n'est pas philanthrope. Je vous le rappelle, l'homme politique n'est pas philanthrope. Il fait d'abord les choses en pensant à lui-même. Il se taille la patte du lion, les autres, on peut s'en passer. Donc, vous ne pouvez pas demander à des hommes politiques qui vont s'asseoir au Parlement, voter les lois, de ne pas se donner cette possibilité-là d'en bénéficier. Donc, les hommes politiques sont là, contrairement à ce que nous disons, ils sont là pour notre bien. Non, il y a beaucoup de lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale qui ne sont pas conformes aux aspirations du peuple. Vous avez la loi sur l'avortement, vous avez la loi sur l'embauche, vous avez beaucoup de lois, la loi sur il y a le code du numérique, il y a beaucoup de lois qui ne répondent pas aux aspirations des populations. Mais tant que les hommes politiques qui sont assis à l'Assemblée nationale, ils y trouvent leur compte, on continue. Le chien aboie, la caravane passe. Est-ce que vous craignez pour cette institution? Est-ce qu'au fil des ans, elle pourra disparaître? Mais c'est ça, on est en train de nous montrer. Je vous avais déjà dit qu'il y a une révision de la Constitution qui avait proposé que cette institution disparaisse parce qu'elle est budgétivore. Donc finalement, ne soyons pas surpris qu'un beau matin qu'on nous dise que dans la Constitution, le Conseil économique et social n'existe plus. Donc il faut passer à autre chose. C'est ça la réalité. Mais il faut que déjà, moi je ne suis pas contre les réformes, mais je suis contre le principe de ne pas en parler avant de faire. Il faut recueillir l'adhésion du maximum de personnes pour dire, quand ça va passer, il y a des lois où les députés normalement devraient descendre dans la masse parce qu'ils ont leur circonscription électorale, ils doivent descendre pour expliquer dans toutes les langues à leur mandant, voilà, une telle loi a été introduite à l'Assemblée nationale, ça parle de ci, ça parle de ça, et recueillir les avis avant de venir voter les lois. Parfois, c'est seulement peut-être les cadres, les intellectuels qui vont sur le site de l'Assemblée nationale pour savoir des lois qui sont votées. Je vous donne un simple exemple. Quand on a dit qu'au niveau de l'armée, après 20 ans, on peut vous mettre à la retraite, c'est quand la loi a été appliquée que beaucoup se sont rendus sur le site de l'Assemblée nationale pour dire on ne savait pas qu'une pareille loi existait. Donc, il faudrait que... Travailler en amont. Il faut travailler en amont, il faut sensibiliser les gens, il faut informer. Et quand même la loi a été votée et promulguée par le chef de l'État, on doit pouvoir dire aux populations que désormais... Parce que dans le cas du CES, c'est une modification importante. Très importante. Et on devrait, les députés devaient descendre dans leur fief, comme on le dit, dans leur circonscription électorale, expliquer à leur mandant qu'il y a une loi, on veut modifier la loi organique organisant le Conseil économique et social. C'est un matin qu'on a découvert que tout a été arrangé, puis on ne peut plus rien faire. Donc, il faut que désormais qu'on évite de mettre la population, mais de mettre les compatriotes devant le fait accompli. Donc, il faut sensibiliser et il faut que les populations retiennent la leçon pour dire, mais forcément, ce que nous avons là-bas n'y vont pas pour nos intérêts. S'ils y allaient pour nos intérêts, chaque fois qu'il y a une loi d'envergure, une loi d'une certaine importance, on devait se référer à nous, recueillir nos avis. Cela pourrait avoir un impact positif sur le vote de la loi. Mais si c'est après qu'on découvre, et puis souvent nous découvrons les lois quand on nous les applique. Mais on ne cherche pas à les connaître, mais c'est quand on les applique qu'on dit telle loi a été votée. On ne savait pas que ça existait, on n'a jamais su qu'une loi pareille existait. Si par exemple on n'avait pas dégager les syndicalistes, on n'en saurait rien. Ça va évoluer comme ça. C'est ça le défaut des hommes politiques béninois. La reddition dont on parle, la reddition, ils doivent descendre vers le mandat pour dire moi, il y a telle loi, je voudrais recueillir votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Mais quand on ne le fait pas et que la loi arrive, ça fait mal. Et ça va dans tous les sens, il y a des commentaires aussi contradictoires. Donc, si vous n'allez pas lire vous-même la loi, les hommes politiques vont vous flouer, ils vont vous dire autre chose qui vraiment n'existe pas dans la loi, ou bien eux-mêmes, ils votent des lois qu'ils ne comprennent pas. Alors, la loi, aujourd'hui, elle a été votée. Que feront les syndicats après cette alerte?
à moins que le chef de l'État ne demande une seconde lecture. C'est pourquoi je dis qu'il faut faire du lobbying. Sinon, il n'y a rien de possible. S'ils font du lobbying et qu'ils vont voir avec le chef de l'État qui a possibilité de demander une seconde lecture, ça se fera. Les affaires politiques ne se laissent pas sur la place publique. Il faut organiser un certain lobbying, il faut discuter avec qui de droit pour voir qu'est-ce qui est faisable. Quand une loi a été votée, que vous voulez qu'on corrige la loi, c'est pas sur la place publique que vous allez venir tirer à boulet rouge sur ceux qui ont voté la loi, mais vous prenez votre temps, vous étudiez la loi, vous faites des propositions concrètes et vous mettez en place votre système de lobbying pour amener les gens à comprendre vos motivations. Et s'il y a possibilité qu'on demande une seconde lecture, on demande la seconde lecture et puis on passe à autre chose. Nous allons recueillir l'avis de Juléandre Kéti qui vient de nous rejoindre en studio. Juléandre, bonsoir. Bienvenue à vous dans Actu et Débat. Vous savez que les syndicats ont dénoncé le projet de loi organique sur le CES. La loi a été votée. Votre avis? Mais quand j'ai vu la réaction des syndicalistes, il m'est venu à l'idée le nom, le sobriquet d'un ami que j'ai qui s'appelle Noubété. Excusez-moi de faire ce rapprochement, et je lui ai demandé ce que ça signifie. Un être vivant, lorsqu'il reçoit un coup, il doit pouvoir faire des soubresauts. Maintenant, est-ce que ce sont des soubresauts d'un animal agonisant? Parce que les syndicalistes, moi j'ai envie de dire, et ça peut choquer, je l'assume, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Pendant que je vous rejoignais ici, j'étais en train d'écouter l'émission dans la voiture. J'ai entendu Moïse dire: le syndicalisme n'existe plus. J'ai envie de dire, il est mort. Lorsque vous mourrez de par ce qui fait l'essence de votre existence, c'est-à-dire, ça doit bouger, les revendications, innover dans les méthodes de revendication. Vous savez, c'est que la génération Pascal Todinou, la génération Gaston Azoua et autres, cette génération a montré que aucun dirigeant ne pouvait se passer des syndicalistes, ne pouvait ne pas discuter avec les syndicalistes, ne pouvait toucher à un seul... mais pourquoi ça change maintenant? Oui, mais parce que toute la vie est rapport de force. Il y a d'abord que l'institution CES commençait à ne plus convaincre les Béninois, ou en tout cas des gens qui veulent faire parler les jugeotes, de ce qu'il faut continuer à la laisser vivre pour donc bouffer une part importante quand même du budget national. Les travailleurs aujourd'hui, est-ce que les préoccupations qui sont celles des travailleurs aujourd'hui sont prises en compte? Aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup d'emplois disparaître du fait de l'intelligence artificielle. Vous voyez, on ne peut plus continuer à faire des revendications dans une entreprise comme si, il y avait souvent, quand on veut faire des mutations d'une entreprise, du statut d'une entreprise, tu vas entendre presque de façon classique les syndicalistes viennent dire les droits sociaux, les acquis sociaux. C'est-à-dire que si l'entreprise avait 1000 employés, même s'il y a des appareils qui peuvent faire aujourd'hui le travail de 200 personnes, non, il ne faut pas revenir à 800, il faut prendre les 1000 et il faut chaque fois recruter plus. Donc je pense qu'à partir de là, pour ces deux facteurs, l'institution même avait besoin de s'adapter et de pouvoir donc démontrer son utilité publique et son caractère incontournable. Et je confirme ce que Moïse disait, à savoir que il était envisagé même que l'institution disparaisse. Et puis, moi, je le répéterai à qui veut m'entendre, et les esprits qui prennent les choses au premier degré diront qu'il parle comme un griot. J'ai souvent répété également que j'ai pas reçu éducation pour être griot. Ce que j'apprécie le plus chez le président Patrice Talon, c'est que depuis qu'il est au pouvoir, je n'ai pas encore vu quelque chose qu'il ait réalisé sans l'avoir dit à l'avance, en amont. Il est clair là-dessus, il a été clair dans plusieurs discours. Il a dit, on va interroger la pertinence de la contribution d'un certain nombre de structures d'État au développement, à la marche du développement. Et aujourd'hui, cette marche, c'est comme un turbo. Deuxième chose, les syndicalistes eux-mêmes... Moïse a posé, c'est qu'on n'associe pas les concernés. Non, attendez, là encore, ma démarche
va encore surprendre. J'ai écrit la dernière fois dans une discussion sur une plateforme digitale lorsque beaucoup se plaignaient de ce que on voulait raser Dantokpa. Je bois à la limite et j'adhère à toute la charge émotionnelle qui accompagne la démonstration de ce que représente le Dantokpa pour nous, patrimoine. Si j'étais dignitaire du culte d'ange, je dirais même que c'est un sacrilège que d'enlever ça. Mais j'ai dit également, mais j'ai comparé le président Patrice Talon à un attaquant de pointe en football. Lorsqu'il veut contrôler la balle, même si vous êtes le plus mauvais défenseur, l'entraîneur vous dit posez votre pied là au moment où il veut contrôler la balle. Le monsieur qui dit toujours ce qu'il veut faire avant de le faire. Mais quand vous vous taisez, vous tous vous taisez, les sachants, j'ai dit, mais quand vous prenez la question du CES par exemple, vous pensez que c'est maintenant que les syndicalistes sont informés que toute l'institution allait disparaître? Maintenant, on est gentil, mais moi, on ne fait pas disparaître toute l'institution. Des gens en amont ne développent pas une participation, une démarche pour dire ils ont la possibilité d'écrire des propositions. L'institution CES même fait cette proposition au gouvernement comment? Pas écrit. Pas écrit. Donc, la catégorie syndicat pouvait décider depuis qu'il a été annoncé de faire disparaître ça pour dire ah non, vous ne pouvez pas. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas pour telle raison. Vous ne pouvez pas pour telle raison. Voici pourquoi ça doit exister. Et maintenant, votre préoccupation de voir l'institution plus efficace, voici comment nous, syndicalistes, nous avons décidé de réfléchir avec vous. J'ai souvent dit le président de la République n'a qu'une tête. Nous sommes 12 millions de Béninois. Si vous êtes concernés par une réforme qui est annoncée et que vous-même, vous ne faites pas parler votre mind pour pouvoir réfléchir en amont et dans un bon timing avec la personne, celui-là, un dirigeant turbo comme Patrice Talon, qui veut avancer, qu'est-ce qu'il fait? Il avance, il réalise le développement tel qu'il l'a pensé de bonne foi, et après, si vous avez des choses à corriger, vous les corrigez. Je ne peux pas dire que les syndicalistes n'ont pas été associés. Si dans la démarche, on ne les a pas appelés dans un cadre formel pour dire nous faisons dialogue, comme on fait dialogue gouvernement central syndical, c'est une institution de l'État. Donc la réforme de l'institution par rapport à son contenu, ça passe par l'Assemblée nationale. Alors si la loi organique, le projet de loi de modification de la loi organique est déposé sur la table des députés, représentants du peuple, si eux ils estiment qu'ils n'ont plus besoin de faire débat, ils estiment qu'ils peuvent voter ça en un tour de main et que les propositions qui sont faites sont pertinentes, mais pourquoi vous n'avez pas vu les médias protester il y a quelques jours lorsque on les a éjectés de la Commission béninoise des droits de l'homme? Ça ne dit rien parce que les professionnels des médias au Bénin, depuis qu'on avait annoncé qu'ils n'auront plus de représentants au sein de la Commission béninoise des droits de l'homme, ça ne les a pas interrogés et interpellés. Et donc ils se disent non, mais tant qu'on peut continuer à vivoter avec nos pratiques jusqu'au moment où il sera décrété également une réforme en notre nom, on acceptera. Donc il n'est pas question de faire assise nationale avec chacun avant de faire les réformes. Non. Une fois que le dirigeant annonce, moi je suis partisan et adhérent adepte de la redevabilité. Plus que la reddition du compte, la redevabilité impose à celui qui est en détention d'une parcelle de pouvoir public d'annoncer à l'avance ce qu'il veut faire, de dire comment il veut le faire. À ceux qui sont receveurs, donc demandeurs de la redevabilité, de dire voici comment nous le voulons. Et de marquer à la culotte celui qui veut exécuter. Le gouvernement, comment vous l'appelez dans la stratification des institutions? On dit l'exécutif. Moi, j'ai jamais regardé le gouvernement comme... je regarde le président de la République comme le premier magistrat du Bénin, mais je ne regarde pas le gouvernement comme l'institution qui dirige toutes les institutions. Non. La preuve, la présidente de la République, le gouvernement, a des institutions de contre-pouvoir. Mais si le premier magistrat annonce que je veux faire telle chose, parce que je pense que si on le fait, on va gérer nos ressources avec plus de rationalité. Là maintenant, la réforme qui a été faite, on a dit conseil national, il y a conseil départemental. Mais je trouve pertinence là parce que au moins avant les conseils que le Conseil économique et social donnait au gouvernement, je me demandais
si ils allaient vraiment prendre les aspirations des populations à la base, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il est question que, là, je vous donne une seule situation qui a perduré depuis que j'ai eu l'âge de la raison, que les dirigeants béninois ont été capables de régler, autant qu'on est en train de le faire aujourd'hui sous le gouvernement de la rupture, même si ce n'est pas encore complètement réglé. La question, par exemple, de la transhumance, c'est-à-dire que je ne parle pas des politiciens, je parle des bêtes en divagation, que des gens, les éleveurs, qui ont le droit d'élever leurs bêtes, de les amener au pâturage et qui vont détruire les champs des autres. Et puis après, il y a bagarre, des êtres humains sont charcutés comme dans une boucherie. Et puis, le Conseil économique et social, regardez, depuis là, qu'est-ce qu'ils ont pu faire pour prendre en compte ces préoccupations-là et amener, même s'ils n'ont pas une capacité d'imposer des décisions au gouvernement, le plaidoyer parfois, si on trouve les meilleures manières, les manières les plus adaptées pour le faire, adaptées à la cible qu'est le président de la République, dont on connaît le style, je pense qu'on peut avoir gain de cause. Il est déjà arrivé ici que des travailleurs qui ont été radiés pour telle ou telle raison aient été réintégrés. Mais je n'ai pas suffisamment vu le Conseil économique et social, ne serait-ce que à des occasions de bilan, dit nous avons bataillé pour que nous puissions obtenir ça. Donc, à partir de ce moment, j'estime que les gens sont concertés parce qu'ils sont au moins avertis. Moi, je peux vous dire, ça c'est comme ça, on m'a éduqué. Si vous annoncez que ce que je tiens dans ma main va m'être arraché, je n'attends pas que vous programmiez une table ronde pour en discuter. Pour que je puisse vous dire, mais écoutez, je suis très utile. Je vais batailler pour ça. Alphonse Moïse Soudé, à entendre Jules Léandre, les syndicalistes auraient pu mieux faire qu'une déclaration, qu'une simple alerte. Et la déclaration est venue peut-être un peu tard. Mais j'avais déjà dit, il y a des problèmes qu'on ne règle pas sur la place publique. Les lois sont votées par des hommes politiques. Et j'ai dit, j'ai toujours souhaité qu'on fasse du lobby. Ils n'ont pas joué ce rôle-là. Bon, écoutez, ils savaient depuis la première révision de la Constitution de 2017 avait déjà prévu la disparition du CES. Moi, je officiais encore sur une radio où nous avions passé en revue toutes les réformes. Bon, ils savent que ça allait arriver. Mais ils n'ont pas vite réagi. Forcément, ils ont des amis au niveau du Parlement qui leur avaient déjà soufflé qu'il y a une telle réforme qui arrive. Bon, vous savez, dans une corporation, quand vous passez tout votre temps, vous tirez dans les pieds, c'est comme ça que ça arrivait, et puis on vous prend de coups. Maintenant, est-ce que les réactions des uns et des autres sur la place publique vont arranger quelque chose? J'ai toujours dit, il y a un lobbying à faire. Il faut voir si le chef de l'État est sensible à ce qui est dit de façon à rencontrer l'assentiment du chef par rapport aux différentes réformes. Il y a possibilité qu'on demande une seconde lecture. Mais si l'institution en elle-même ne rapporte rien de substantiel à l'amélioration de la gouvernance, à l'amélioration au développement de notre pays, personne n'aura intérêt à ramener les syndicalistes. J'ai dit depuis un certain temps, Julien qui a cité des noms, le dernier peut-être c'était Chadaré qui vient de quitter le mouvement syndical. De la COSIB. Et on a eu l'impression, Moïse, si tu permets, on a eu l'impression que Chadaré était pressé de partir. C'est comme si la chose syndicale n'était plus aussi passionnante que ça. Je pense même que pendant qu'il s'apprêtait à organiser l'Assemblée générale qui devrait le voir partir, il a eu de chaudes heures avec la police où il a été interpellé. Je pense qu'il a voulu simplement jouir de son temps. Ça ne passionne plus. Le régime de la rupture a connu le degré de nuisance des syndicalistes quand il veut vous empêcher d'aller contre leurs intérêts, savent le faire. On a vu des têtes de pont qui ont montré que les travailleurs avaient une valeur. Mais je dis, en matière de décision, quand il y a des personnes en fonction de leur poste de responsabilité, quand leurs intérêts sont garantis, on s'en fout de ceux des autres. Donc, depuis 2017, les gens savaient qu'on se préparait à faire disparaître l'institution, mais on se tait, c'est quand ça arrive qu'on parle. Donc, je ne sais pas ce qui peut être fait. Moi, je ne maîtrise pas les motivations
qui ont sous-tendu ces réformes-là. Forcément que le chef et ses conseillers savent de quoi ils parlent, ils savent ce qui est envisagé, ce qui sera fait. Et je dis, il faut qu'on fasse attention, on vient de toucher au CES et c'est passé si facilement. Il y a d'autres institutions de la République. Il y a la HAC, on peut aussi facilement toucher à la loi organique de la HAC. Il y a beaucoup de choses, donc il faudrait que nous soyons très éveillés, ceux qui sont membres qui sont affiliés à ces institutions-là, nos amis de la presse, nos confrères. Vous savez que il y a eu des élections, déjà, les gens ont été remplacés, on a reproché à d'autres de ne pas bien travailler, on a reproché à la HAC comme quoi la HAC est purement politique, mais depuis lors, nous-mêmes, on ne s'entend pas pour réorganiser la profession. Et quand dans une profession, dans une corporation, vous ne vous entendez pas pour participer aux réformes et que vous passez tout votre temps à vous tirer l'un sur l'autre, ça profite à l'homme politique. Il profite de ces mésententes, de ces dissensions qui existent entre vous et puis il vous fait un bébé dans le dos. C'est ce qui arrive au niveau des syndicalistes. À un moment donné, les syndicalistes ne parlaient plus le même langage. Et puis bon, on dit il y a des syndicalistes pro au gouvernement, il y a des syndicalistes pro-opposition, donc forcément l'État, le régime en place a voulu s'en débarrasser, il a trouvé l'occasion avec les parlementaires, puis basta, on les a bottés à la touche. Donc je voudrais que les institutions qu'on fasse attention. Tout à l'heure, Jules Land qui a parlé de la Commission biennale des droits de l'homme, c'est passé tranquillement, personne n'a rien dit, donc j'avertis les confrères de faire attention, ça pourrait arriver au niveau de la HAC, et puis puisque nous ne siégeons pas à l'Assemblée nationale, et nous savons comment les lois sont votées, nous n'avons pas la culture de lire les textes, et quand la loi nous est appliquée, qu'on se demande mais comment ça a été voté quand? Bon, c'est la priorité de voter les lois notamment, donc il faut qu'on fasse attention. Le chef de l'État est en train de finir son second mandat, forcément toutes les réformes qui avaient été prévues et qui ne sont pas exécutées, on ferait tout pour les mettre en chantier ou les exécuter avant 2026 pour que celui qui va le remplacer, parce que celui qui va le remplacer en 2026, même s'il est de son camp, ce n'est pas évident qu'il applique à la lettre, les yeux fermés, ce qu'on lui a laissé, il va y apporter sa touche. Et donc, il faut aller très vite pour que ceux qui restent encore dans les tiroirs, qu'on les sorte, qu'on les applique avant la fin de ce second mandat. Aux auditeurs qui viennent de nous rejoindre, je voudrais leur rappeler qu'ils sont sur Actu Débat. Actu Débat, c'est sur Radio Cotonou. On se retrouve juste derrière ceci. On va s'intéresser à présent au sabotage d'un oléoduc par un groupe de rebelles. Les autorités nigériennes ont confirmé l'information, Julien Nketi. C'est comme dirait l'autre, un malheur n'arrive pas seul. Je me demande où est-ce que le général Tiani et toute son équipe, le Premier ministre Zen du côté de Niamey sont en train de donner leur tête en ce moment, parce que avec le Bénin, par où le pétrole l'or noir devrait passer pour être convoyé par les Chinois avec l'Occident, avec derrière une manne financière non négligeable pour le régime militaire de Niamey. Ce sont donc les rebelles, le groupe rebelle qui cherchait depuis et qui avait déjà une implication assez forte dans le jeu politique nigérien, a décidé de dire mais il n'est pas question que les putschistes au pouvoir puissent bénéficier de la manne financière issue de l'exploitation du pétrole qui devrait, selon leur communiqué que j'ai lu et même l'interview du chef rebelle, eh bien l'or noir qui devrait profiter à toutes les populations nigériennes, mais sur lequel le régime de Tiani semble-t-il est en train de mettre le grappin. Donc une bonne partie du pipeline qui a été endommagé. J'ai constaté qu'avec des images que j'ai pu regarder que ces terroristes-là, bon, je ne sais pas si eux-mêmes s'appellent comme ça, se reconnaissent comme tels, ces terroristes ont eu des moyens donc sophistiqués pour endommager réellement le pipeline en bonne partie. Donc ça ne peut plus être exploité. Ça veut dire que loin de la guéguerre entre le Bénin et le Niger, c'est plutôt à l'interne maintenant que même si on ouvrait tout aujourd'hui, on redémarrait tout normalement, c'est vrai, on le souhaite
contact entre le Bénin et le Niger, eh bien, ça va être compliqué de reprendre l'exploitation. Et la pomme de discorde, ou la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, eh bien, cette avance de 400 milliards que la partie chinoise a octroyé au régime nigérien. Et cette avance, ça signifie que ce n'est pas que le pétrole est déjà exploité à cette hauteur-là d'équivalence avant que le régime nigérien ne puisse l'avoir. Et ça signifie également, si nous poursuivons loin l'analyse, que le régime de transition qui est là-bas avait besoin de ressources, était un peu essoufflé, avait besoin de ressources financières, a donc mis devant l'exploitation de ce pétrole pour pouvoir avoir cette avance-là. Et donc, du coup, ce groupe rebelle composé, je suppose, de Nigériens aussi, estime que non, Jean, vous avez la patate, vous l'avez en main, elle est toute bien cuite, vous la mettez dans la bouche, mais elle va vous brûler, vous ne pourrez pas l'avaler. Voilà ce qui se passe. Et la question que je me pose aussi, est-ce qu'il y a un lien avec les dénonciations que Niamey faisait en disant que oui, la France, les forces françaises chassées du Niger trouvaient toujours des voies détournées pour continuer à alimenter des postes de terrorisme pour déstabiliser le Niger. Le Niger n'était-il pas dans la facilité en prenant le Bénin comme bouc émissaire? Certains analystes, observateurs, j'ai eu la faiblesse d'épouser leur point de vue, c'est qu'ils se disaient mais il y avait des problèmes à l'interne que le régime Tiani n'arrivait pas à régler. Donc ils étaient essoufflés, ils ne pouvaient pas faire face à ces poussées djihadistes, mais ils préfèrent fait donc de ce qu'on appelle en communication politique, fait de la manipulation de l'opinion. C'est-à-dire qu'on trouve un bouc émissaire, on trouve un sujet prétexte, c'est le Bénin, et puis vous voyez que toutes les fois on tend vers le dégel, eh bien Niamey fait de géants pas derrière, et puis la crise continue. J'espère, pour faire donc le lien entre les deux sujets, j'espère que le déplacement de deux anciens chefs d'État béninois vers Niamey, ça va apporter quelque chose. C'est vrai que nous allons y revenir. Voilà. Nous allons en parler. Est-ce que vous pensez que cela va rajouter à la crise, Alphonse Moïse Soulé, ce sabotage de l'oléoduc? Vous avez vu les images où le brut a emporté une bonne partie de la végétation à cet endroit-là, des oiseaux morts et tout. Vous savez, je vais vous surprendre, je savais que ça allait arriver. Vous savez. Et le général Tiani sait que ça allait arriver. Ça allait arriver forcément. Vous avez en face de vous, écoute, je ne compte pas le Bénin, la France n'est pas une petite force. Hein. Vous avez vu ce qu'ils ont réclamé, la légalité constitutionnelle, il faut restaurer, il faut ramener Bazoum. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Tant qu'on ne va pas libérer Bazoum, les exploitations pétrolières ne seront pas utiles pour le Niger. Vous savez ce que ça veut dire? Attention. Qu'est-ce que vous détruisez ce qui appartient à tout le monde pour dire parce que on n'a pas restauré la légalité constitutionnelle, il faut ramener, il faut du coup, et vous savez qu'on a enlevé l'immunité de Bazoum, que Bazoum devait être jugé. Qu'est-ce que le territoire, quel est le rapport, quel est le lien? S'il n'y a pas une force politique derrière, disons les choses clairement. Moi, je savais que ça allait arriver quand le bras de fer a commencé, et puis tout le temps, les hommes de Tiani accusaient la France. Ça allait arriver. Vous suivez un peu dans le monde comment ça se passe. C'est toujours comme ça que ça finit. Ça finit toujours comme ça. Parce que ces gens-là, on a dit des bandits armés, ils ont dit front de libération, front patriotique de libération, on dit menace de paralyser toutes les installations pétrolières du Niger si la légalité constitutionnelle n'est pas restaurée, ce qui implique la libération de Bazoum. Et ils ont pris en plus certaines autorités. Alors, donc il y a que on mélange tout là, on mélange tout. Moi je savais que ça allait arriver un jour. Écoutez, référez-vous au Mali, ce qui s'est passé au Mali, le putsch sur putsch. Vous savez, c'est en votre sein que l'ennemi trouve des gens pour réclamer. Donc, quand ils ont fait ça, est-ce que en endommageant le truc là, les inquiétudes exprimées par le régime de Tchadi se confirment, c'est que il y a des gens qui décident de l'extérieur de déstabiliser notre pays. Parce que systématiquement, toute analyse politique vous dira que ceux-là réclament la libération de Bazoum. Hein. C'est de Bazoum ils ont réclamé, ils n'ont pas dit autre personne, ils ont dit Bazoum. Donc, forcément, on va faire un lien entre ces terroristes-là et le régime de Bazoum. Tout le monde sait que
la CEDEAO avait fait des pieds et des mains pour que Bazoum soit rétabli dans ses droits. Ça n'a pas été fait. Et récemment, on a levé l'immunité de Bazoum. On a dit que Bazoum sera jugé. V'lant, quelques heures après, des gens se lèvent pour dire si on ne rétablit pas la légalité constitutionnelle, rien ne sera exploité. Faites le lien. On n'est pas des enfants. On sait qu'en matière d'analyse politique, quand vous affrontez les grands, il faut savoir que la réaction, toute action appelle une réaction, c'est automatique. D'accord. Je suis heureux que, qu'on n'ait pas dit que mon pays est associé à cela. Oui. Donc je dis, il faut faire attention parce que le colon, les puissances économiques passent toujours pas des gens de la même nation pour détruire la nation. Alors, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, vous l'annoncez, Jules-Léon Kiti, veulent contribuer à rétablir les relations cordiales et fraternelles entre les deux pays. Les deux anciens chefs d'État, s'ils n'y sont pas encore, sont attendus à Niamey. Très rapidement. 30 secondes. Comment vous appréciez cette démarche-là? Bon, c'est une démarche patriotique. Je ne vais pas leur dénier le droit de le faire. Mais après, avant de faire ça, Nicéphore Soglo a dit que il a pris parti. Il a pris parti. Patrice Talon s'est tiré des balles dans les pieds. C'est ce qu'il a dit. Boni Yayi à la tête des démocrates, donc opposant à Patrice Talon. Est-ce qu'il le fait au nom de la nation? Mais si ça marche, que veut le peuple? Il faut donc que les c'est que il ne peut pas se déplacer vers le Niger sans la bénédiction du chef de l'État. Très bien. Ils ont eu certainement l'autorisation. Et okay, c'est élégant qu'on leur ait donné l'autorisation, mais est-ce que c'est le chef de l'État qui le leur a demandé? Que peuvent-ils? 30 secondes, Alphonse. Non, écoutez, ils vont descendre sur le terrain, c'est tellement qu'ils ont leur réseau de relations. L'essentiel est que le Bénin s'en sorte gagnant. On ne veut pas savoir si c'est un champion ou si c'est monsieur Issou ou monsieur Y qui a participé. L'essentiel est que nos compatriotes qui vivent de commerce entre le Bénin et le Niger retrouvent leurs activités. Mais vous avez oublié de faire allusion à la situation actuelle des dirigeants de l'AES. On n'a plus le temps, mais est-ce que vous avez observé que à peine après les exercices militaires entre le Burkina, le Mali et le Niger, avec le soutien du Togo et du Tchad, ça n'a pas encore donné les fruits, et puis le Burkina Faso simultanément est en difficulté, des attaques en Syrie, le Niger, des attaques sur l'oléoduc. Tous les trois régimes militaires de l'AES sont en difficulté en ce moment. Mais oui, il y a comme s'il y a dans les rapports de force. Vous savez, l'alliance des États du Sahel menace des intérêts. Merci. Nous allons. Et la riposte est en place en ce moment. Donc, on sait qu'on peut déjà savoir d'où ça vient. On va y revenir forcément sur Actuel Débat. Actuel Débat de ce jour, il a été question de la délocalisation du marché d'Antokpa, du vote de la loi sur la réforme du CES. Nous avons abordé, vous le savez, d'autres préoccupations brûlantes de l'actualité. Actuel Débat se referme. Hilaire Espoir à Guémont, Patrice Bédia, respectivement, à la mise en onde et la prise de vue en studio. Je salue Jules-Léandre Keti, consultant média, et Alphonse Moïse Soudé, journaliste qui était en studio pour débattre de ces questions-là. Brice Bill a été dit au micro. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.